Une révolution silencieuse qui sent le blé, canadien. Imaginez une guerre. Mais sans bombes, sans tanks, sans une goutte de sang. Une guerre où les armes sont des silos à blé, où les missiles sont des conteneurs de lait, et où l'ennemi n'est pas un dictateur hystérique, mais un partenaire commercial déçu. Bienvenue dans la guerre froide alimentaire du XXIe siècle. Et surprise, ce n'est pas la Chine, ni la Russie, ni même la Corée du Nord qui sont aux commandes. C'est le Canada. Oui, le gentil voisin du Nord, l'ami tranquille, celui qu'on oubliait aux réunions internationales pendant que l'Amérique monopolisait le micro. Et pourtant, pendant que Washington jongle entre tweets présidentiels, départ prématuré des sommets du G7 et menaces tarifaires de dernière minute, Ottawa signe. Ottawa vend. Ottawa engrange. Pendant que les moissonneuses américaines prennent des vacances anticipées dans l'Iowa. Le blé canadien arrive à Tokyo. Pendant que le lait du Wisconsin tourne dans les frigos des fermes abandonnées. Celui de la Saskatchewan alimente Berlin. Et pendant que les États-Unis perdent 5 de leurs partenaires historiques. Le Canada les récupère. 1 à 1. Sans bruit. Comme un voleur, qui livre à temps. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi les plus fidèles clients de l'Amérique, Japon, France, Royaume-Uni, Allemagne, Italie ont-ils soudainement dit non merci au maïs américain? Et surtout, comment le Canada, ce petit frère économique qu'on regardait avec condescendance, est-il devenu la nouvelle star mondiale de la bouffe fiable? Préparez-vous. Car ce que vous allez découvrir n'est pas seulement une crise commerciale. C'est un effondrement stratégique. Une fable moderne. Et peut-être, la plus grande réorganisation agricole de l'histoire moderne des Amériques. Partie 1, le jour où les clients ont disparu. C'était un mardi. Ou un jeudi. Peu importe. Ce qui compte, c'est que personne n'a entendu l'explosion. Pas de breaking news, pas de spécial alerte en bande rouge sur CNN. Pas de tweet incendiaire de la Maison-Blanche, pour une fois. Mais ce jour-là, l'Amérique a perdu plus de 9 milliards de dollars. En silence. Le soja ne s'est pas envolé. Il s'est effondré. Le maïs, abandonné comme une valise au bord de l'autoroute. Et pendant que les moissonneuses dormaient à l'ombre des silos pleins à craquer, personne ne comprenait encore que l'Amérique venait de se faire ghoster par ses meilleurs clients. Imaginez, vous êtes le gars le plus populaire du lycée. Star du foot. Belle gueule. Tout le monde veut vous inviter au bal. Et puis, sans prévenir, les 5 plus belles filles du G7 vous bloquent sur Instagram. Et sortent avec le type discret de la classe d'à côté, le Canada. Ouais, le Canada. Ce gentil voisin en pull tricoté, qui dit pardon quand il éternue, même tout seul. C'est exactement ce qui vient de se passer à l'agriculture américaine. Et le pire, ce n'est pas un sabotage. Ce n'est pas la Chine. Ni les Russes. Pas même une grève des Dockerwalk. Non. C'est pire que ça. C'est un abandon volontaire. Une rupture, sans drama, sans cri, sans même un texto d'adieu. Prenez le Japon. Ce bon vieux Tokyo, fidèle client du bœuf texan depuis des décennies. Aujourd'hui, il mange canadien. La viande d'Alberta, servie en sashimi sur les plus beaux plateaux de Cobb. La France, fini la farine du Kansas. Place au blé de la Saskatchewan. Même le Royaume-Uni, pourtant champion mondial du goût douteux, préfère désormais la céréale québécoise au bon vieux grain du Midwest. Oui, même les Britanniques ont des standards maintenant. Il fallait que ça arrive un jour. Et tout ça, pendant que l'Amérique, elle, regarde ses silos débordés comme un frigo trop plein. Sauf que là, ce n'est pas du coca périmé, c'est 52 millions de tonnes de soja qui cherchent désespérément un ticket pour l'export. Et personne n'achète. Même pas la Chine. Même pas le chat du voisin. Ce n'est pas qu'on a volé le trône de l'Amérique. C'est que l'Amérique s'est levée, a quitté la pièce. Et le Canada s'est juste assis. Mais pourquoi ce retournement de situation? Pourquoi ce glissement silencieux? Pourquoi, après des décennies de domination, l'Amérique agricole est-elle soudain devenue le gars chelou dans la salle d'attente, celui qu'on évite de regarder dans les yeux? Tout commence avec une réunion. Une réunion qui devait être banale. Le G7. Un événement diplomatique de haut niveau, oui, mais aussi un moment stratégique pour redessiner l'avenir de la sécurité alimentaire mondiale. Enfin, sauf si vous êtes le président des États-Unis et que vous décidez, comme au fast-food, de quitter la table sans payer l'addition. Donald Trump s'est levé et est parti. Sans conférence de presse. Sans explication. Sans dessert. Et pendant ce temps, pendant que le reste du G7, les 5 ex de l'agriculture américaine, restaient assis à discuter, à planifier, à coopérer.
Un certain Mark Carney, Premier ministre canadien, s'est penché discrètement en avant et a dit « Nous, on peut livrer. Et on est à l'heure. » Boum. Contrat signé. Exportation reconfigurée. États-Unis évaporés. Mais attendez. Ce n'est que le début. Parce que si vous croyez que perdre 5 alliés historiques, c'est grave. Attendez de voir ce qui se passe quand votre voisin préféré, celui avec qui vous partagez des barbecues, des accords commerciaux et parfois même des crises migratoires, commence à acheter ailleurs. Et devinez à qui? Partie 2, le Canada, nouveau patron du garde-manger mondial. Alors que l'Amérique cherchait ses contrats disparus comme un ado cherche son chargeur d'iPhone dans une chambre en désordre. Le Canada, lui, ne cherchait pas. Il livrait. Pas de fanfare. Pas de tweet en majuscule. Pas de casquette rouge. Juste du blé, du lait, de la viande. Emballé, étiqueté, expédié. À l'heure. Avec le bon formulaire douanier. Oui, on parle bien du Canada, ce pays que les Américains considèrent souvent comme leur cousin calme, qui ne crie jamais, sauf pendant un match de hockey, et encore. Mais aujourd'hui, ce cousin est le nouveau chef de la cafétéria du monde. Et il a pris les clés du frigo sans avoir besoin de casser la porte. En juin 2025, pendant que les États-Unis cherchaient toujours qui avait déplacé leur fromage littéralement, le Canada a augmenté ses exportations alimentaires vers le G7 de près de 20%. Oui, 20% en un mois. Même Elon Musk aurait trouvé ça agressif. Le Japon? Plus de viande canadienne, moins de Trump sauce soja. La France? Du lait québécois à la place du Wisconsin. Et franchement, vu les noms sur les étiquettes, c'était plus poétique. L'Allemagne? Des céréales manitobaines jusqu'en 2026. Parce qu'apparemment, l'ordre et la discipline allemande ont trouvé leur reflet logistique à Ottawa, pas à Washington. Le Royaume-Uni? 40% de ses achats de soja redirigés vers le Grand Nord. Et ce sans même un sorry à l'Amérique. En gros, c'est comme si le Canada était devenu le fournisseur officiel du buffet du G7. Et l'Amérique? Elle est là, derrière la vitre, à taper sur la table, mais je suis encore là, moi. Oui. Mais maintenant, tu as l'air d'un serveur en grève, avec un drapeau géant. Et ce n'est pas seulement une question de produit. C'est une question de fiabilité, de confiance, de cette chose qu'on appelle prévisibilité. Parce qu'il faut le dire. Le Canada n'a pas juste apporté de la nourriture. Il a apporté du calme, de la stabilité, et des contrats qui ne changent pas toutes les 2 élections. Ce qui, soyons honnêtes, est déjà plus que ce qu'offre le Congrès américain. Prenez une boulangerie à Paris. Le patron, Paul, il utilisait de la farine du Midwest américain depuis 15 ans. Et puis un jour, retard de livraison. Le mois suivant, papier manquant. Après ça, taxe surprise de 18%. Et comme cerise sur le croissant, une incertitude totale sur les mois suivants parce que, accrochez-vous, le Sénat américain débat encore d'un projet de loi sur les quotas agricoles, entre 2 scandales de corruption. Alors Paul, il fait quoi? Il appelle Montréal. Et là, miracle, livraison en 3 semaines. Moins cher. Tout est en règle. Et avec une lettre d'engagement jusqu'en 2029. Du jamais vu. Même chez Amazon Prime. Et le plus drôle, c'est que pendant que Paul signe ce contrat avec le sourire, John, le fermier américain de l'Illinois, lui, pleure sur ses silos pleins. Ses appels restent sans réponse. Sa banque gèle ses crédits. Et quand il va à la mairie, on lui dit « Bah, t'as qu'à vendre à quelqu'un d'autre. » Mais il n'y a plus personne. Parce que pendant que l'Amérique fait des crises d'identité à chaque cycle électoral, le Canada, lui, est en train de piquer ses clients, avec un sourire poli et une facture bien rangée. Et si vous croyez que c'est juste un petit moment de gloire canadien, un coup de chance. Attendez. Parce que pendant que les États-Unis se noient dans leur blé invendu, un autre client de taille, un client qu'on pensait à jamais fidèle, commence aussi à regarder ailleurs. Et cette fois, ce n'est pas la France, ni l'Allemagne, ni le Japon. C'est le Mexique. Partie 3, le Mexique retourne sa veste, et son camion. Le Mexique. Ah, le bon vieux voisin du Sud. Toujours là. Toujours fidèle. Toujours prêt à acheter quelques milliards de dollars de maïs américain. Et à encaisser les pics politiques, les menaces de mur, les tweets rageurs, les bas d'ombre, sans jamais vraiment rompre. Et pourtant, 2025 a brisé cette habitude. Car cette fois, ce n'est pas le Mexique qui a traversé la frontière. C'est le Canada. Ouais. Pendant que Washington faisait la leçon sur la sécurité, l'immigration et les tomates qui coûtent trop cher,
Ottawa est arrivé avec une mallette pleine de contrats et un sourire en coin. Résultat, le plus gros acheteur agricole des États-Unis a tourné la tête. Et ce qu'il a vu lui a plu. Imaginez la scène. Un grand dîner commercial. À gauche, l'Amérique, en costard, transpirant sous la pression politique. À droite, le Canada, tranquille, en chemise en lin, un peu trop à l'aise, avec une carte de visite qui dit livraison garantie. Pas de surprise. Pas de drama. Et devinez qui le Mexique a choisi d'inviter à danser? C'est ça. Le mec en lin. Parce que dans ce monde incertain, les partenaires commerciaux veulent du calme, pas des crises d'ego avec option fermeture de frontières. 5,2 milliards de dollars. C'est le montant de l'accord signé entre Mexico et Ottawa en juin 2025. Produits concernés? Devinez, le soja, la viande congelée, le blé, les produits laitiers transformés. En résumé, tout ce que les États-Unis vendaient, il y a encore 3 mois. Et vous savez ce que ça veut dire, en langage non diplomatique? Que le Mexique en a eu marre d'attendre qu'un président américain décide si le commerce, c'est une alliance ou une punition. Pendant des années, on a fait croire que la géographie était suffisante. Le Mexique? Bah voyons, c'est notre voisin. Il ne va quand même pas aller acheter au Canada. Trop loin. Trop froid. Trop poli. Erreur. En 2025, le facteur décisif n'est plus la distance. C'est la stabilité. Et là, clairement, entre un pays qui crie Build the Wall, tous les 2 ans et un autre qui dit merci, voici votre reçu. Le choix a été vite fait. Le plus triste, c'est que certains fermiers américains croyaient encore que le Mexique était à eux. Comme un client captif, attaché par la géographie et les burritos. Mais voilà, la fidélité n'est pas un abonnement. Et quand on traite son partenaire comme un pion de campagne électorale, on finit par le perdre. Et ça se voit. Au Texas, les camions frigorifiques sont à l'arrêt. En Arizona, les entrepôts débordent, mais pas de commandes. À la frontière, les postes de contrôle voient passer moins de camions américains, et plus de bateaux canadiens arrivant à Veracruz. Oui, vous avez bien entendu. Veracruz, le port mexicain que l'on croyait irrémédiablement lié à Houston, reçoit maintenant des navires venus de Halifax. Ce n'est pas juste un changement de route. C'est un changement de monde. Et ce n'est pas un hasard. Les importateurs mexicains ont un nouveau mot préféré, réduction de riesgo. Réduction des risques. Et devinez quoi? Aujourd'hui, le risque, c'est l'Amérique. Trop d'élections. Trop de menaces. Trop d'incertitudes. Un jour, on signe un traité. Le lendemain, on menace de le déchirer. Un jour, le Congrès vote une subvention. Le jour suivant, on la suspend pour raisons budgétaires patriotiques. Et les clients, eux, ils veulent juste du lait. Pas du théâtre. Pendant ce temps, les banques agricoles américaines paniquent. Elles demandent des preuves de vente anticipées pour octroyer des crédits. Mais comment prouver qu'on va vendre, quand plus personne ne veut acheter? Et attention, ce n'est pas fini. Parce que si le Mexique, voisin historique, marché de confiance, vient de changer de fournisseur, qu'est-ce qui empêcherait les autres pays d'Amérique latine d'en faire autant? La Colombie, le Chili, le Pérou, le Brésil. Tous regardent maintenant ce qui se passe entre Ottawa et Mexico. Et ce qu'ils voient, c'est une alternative. Pas forcément plus sexy, mais plus fiable. Moins de tweets. Plus de contrats. Et pendant que l'Amérique regarde ses silos comme un héritage en train de moisir, le bloc alimentaire des Amériques sans les États-Unis est peut-être déjà en train de naître. Partie 4 Corée du Sud, la gifle silencieuse d'un allié modèle. Il y a des ruptures qui font du bruit. Et puis, il y a celles qui ne font aucun son. Juste une signature, un silence, et un vieux contrat plié dans une corbeille. La Corée du Sud vient de larguer l'agriculture américaine. Sans rage, sans clash, sans même un ce n'est pas toi, c'est moi. Juste un mot, risque. Et attention, ce n'est pas n'importe quel pays. La Corée du Sud, c'est le bon élève. Le partenaire modèle. Le type qui paie toujours à l'heure, qui révise ses contrats, qui trie ses déchets. Le client dont rêvent tous les producteurs de blé du Minnesota. Et pourtant, même lui commence à dire, on va voir ailleurs. Imaginez le choc. C'est comme si vous étiez marié à une bibliothécaire fidèle, qui range vos chemises et paye les factures. Et un matin, elle vous laisse un mot sur la table. Je suis parti avec le gars calme qui fait du yoga dans le parc. PS, il fait aussi du bon lait en poudre. En juin 2025, la Corée du Sud a déclenché son plan de contingence alimentaire.
Un mécanisme discret, prévu en cas de volatilité externe grave. Traduction. Si l'Amérique recommence à jouer au yo-yo avec nos importations, on change de boutique. Officiellement, aucun pays n'a été nommé. Mais dans les couloirs de Séoul, tout le monde savait. Le problème, ce n'était pas la météo. Ce n'était pas le climat, ni les insectes, ni un tsunami. C'était Washington. Et on peut les comprendre. Imaginez, vous êtes responsable des importations stratégiques d'un pays de 52 millions d'habitants. Et chaque fois que vous ouvrez Twitter, votre fournisseur principal menace de fermer ses ports, taxer vos produits, ou rétablir l'ordre patriote du commerce international. Pas exactement la vibe zen que recherche un responsable logistique coréen. Et pourtant, il y a quelques années encore, les agriculteurs américains s'adaptaient exprès pour la Corée du Sud. Système d'irrigation calibré pour respecter les normes d'humidité imposées par Séoul. Emballage format convenience store pour s'adapter aux habitudes des consommateurs coréens. Certains producteurs du Minnesota allaient jusqu'à importer des capteurs suisses pour surveiller la qualité des grains. Oui, des capteurs suisses. Parce que rien ne dit partenariat stable, comme un Américain qui fait du shopping technologique à Genève. Et puis un jour, tout ça s'est arrêté. Pas de discours. Pas de You Refired. Juste une clause, discrète, activée. Et un nouvel interlocuteur au bout du fil, à Ottawa. Oui, encore le Canada. Parce que quand tout s'écroule, le type qui arrive avec un contrat de 10 pages bien rangé et un accent rassurant, devient irrésistible. Et là encore, ce n'est pas juste un changement de fournisseur. C'est un transfert de confiance. De la même façon qu'on change de banque après un scandale, ou de médecin après 3 mauvais diagnostics. La Corée du Sud a compris que la logistique américaine, c'est comme un jeu de poker avec des règles qui changent à chaque nouveau président. Un jour, c'est America First. Le lendemain, c'est Trade War with China. Et au milieu, la Corée essaie juste de savoir si son cargo de maïs va passer la douane avant l'implosion du Congrès. Et donc, en 2025, Séoul a dit, on réduit les risques. Et le seul partenaire fiable, c'était le Canada. Résultat, des centaines de millions de dollars d'achats redirigés vers le nord. Des produits laitiers, des céréales, des viandes, livrés à l'heure, sans drame, sans changement de politique douanière tous les 6 mois. Et à Washington, le silence. Ou pire, le déni. Comme ce gars qui pense encore que son ex va revenir, parce qu'il a posté une photo de steak sur Instagram. Pendant ce temps, dans les fermes américaines, les contrats coréens disparaissent. Les capteurs suisses prennent la poussière. Et les producteurs réalisent qu'ils ont construit tout un système logistique sur une relation qui n'existe plus. Et vous croyez que ça s'arrête là? Détrompez-vous. Parce que ce qui est en train de se produire, ce n'est pas une simple perte de clients. C'est un réalignement du commerce mondial. Un glissement lent, profond, mais implacable, vers un nouvel ordre agricole, où l'Amérique ne tient plus les rênes. Quand la confiance s'évapore plus vite que le lait américain. Au final, ce n'est pas une guerre commerciale. Ce n'est même pas un boycott. C'est pire, c'est un désintérêt poli. Un silence glacial. Une disparition discrète du carnet d'adresses. Pendant des décennies, l'Amérique a été le grenier du monde. Mais aujourd'hui, c'est le Canada qui alimente Tokyo, Paris, Londres, Séoul et Mexico. Parce qu'il livre. Parce qu'il ne crie pas. Parce qu'il ne menace pas d'interrompre les livraisons quand le Sénat éternue. C'est peut-être ça, la vraie révolution. Quand le gentil gars en chemise à carreaux pique la vedette au cow-boy qui croyait que tout lui était dû. Alors, est-ce trop tard pour l'agriculture américaine? Peut-elle encore reconquérir la confiance de ses anciens alliés? Ou a-t-elle définitivement perdu son statut de fournisseur fiable au profit de celui qui, dit moins, mais livre plus? Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que cette chute spectaculaire est une conséquence logique d'années d'arrogance commerciale? Ou est-ce une alerte rouge que l'Amérique va enfin entendre? Dites-le nous en commentaire. Vos avis, vos analyses, vos critiques, on les lit, on les partage, on les débat. Likez cette vidéo si elle vous a éclairé sur un sujet qu'on passe souvent sous silence. Abonnez-vous à la chaîne Amérique, l'espace francophone qui décrypte l'Amérique comme vous ne l'avez jamais vu. Et surtout, activez la cloche, parce que la prochaine crise silencieuse, elle a peut-être déjà commencé.